Avant la Révolution française de 1789, la société est fortement hiérarchisée et divisée en 3 ordres ou états. La noblesse, auquel appartient le roi, le clergé, regroupant les membres de l'église, et le tiers-état, regroupant tous ceux qui n'entrent pas dans les 2 premières catégories, paysans, artisans, commerçants. Alors que la noblesse et le clergé ne représentaient environ que 4% de la population française, ces 2 ordres détenaient une grande partie du pouvoir politique et économique, tout en étant exemptés de la plupart des impôts. Le roi de l'époque, Louis XVI, qui s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, règne de façon absolue sur le royaume. Son pouvoir, légitimé par Dieu, n'a en théorie pas de limite, même s'il est tout de même limité par des lois fondamentales et par les privilèges dont bénéficient de nombreux sujets. Mais voyons comment une hache, des caisses de thé ou encore un volcan vont aboutir quelques années plus tard à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Oui, le sujet ici est la Révolution française, mais il est utile de le mettre en regard d'une autre révolution, la Révolution anglaise. Plus d'un siècle avant les Français, les Anglais ont connu la Grande Rébellion suivie de la Glorieuse Révolution. Pour faire simple, au XVIIe siècle, le roi Charles Ier avait des vues absolutistes sur le pouvoir et souhaitait se passer des opinions du Parlement. Dans un contexte de tensions économiques et religieuses, une guerre civile éclata opposant les forces royalistes et parlementaires et aboutira en 1649 à la chute de Charles Ier et surtout à la chute de sa tête. 40 ans plus tard, les Anglais remettent ça. Devant les nouvelles difficultés politico-économico-religieuses, une nouvelle révolution éclate, qui s'est soldée par un changement de roi et par la promulgation de lois limitant le pouvoir royal et renforçant les droits et libertés civiles en Angleterre. Cette révolution sera une source d'inspiration pour un courant de pensée primordial du XVIIIe siècle que l'on appelle les Lumières. Sans pour autant remettre en cause la monarchie, les philosophes des Lumières remettent en question le modèle absolu que connaît la France. Face à la volonté du roi, les penseurs opposent les droits naturels des hommes comme la liberté et la résistance à l'oppression. Aux yeux de ces gens-là, l'Angleterre fait figure d'exemple, car elle est passée, au siècle plus tôt, d'un régime à vocation absolutiste à un régime parlementaire. Un autre événement qui a une influence sur la Révolution française se situe de l'autre côté de l'Atlantique, le 16 décembre 1773. On l'appelle le Boston Tea Party. Ce jour-là, les colons américains protestent contre les taxes imposées par le gouvernement britannique sur le thé et jettent 342 caisses de thé par-dessus bord. Cet acte de désobéissance civile va mettre en lumière les tensions croissantes entre les colons américains et le gouvernement britannique et va contribuer à déclencher la guerre d'indépendance américaine. La participation française à ce conflit va permettre aux Américains de prendre le dessus sur les forces britanniques et de devenir indépendants. Mais cette contribution française va ruiner les finances du royaume, d'autant plus que celle-ci était déjà plombée par le financement de grands travaux et le coût de la monarchie. Comment faire pour rentrer de l'argent dans la caisse? Faire payer les privilégiés? Ceux-ci refusent. Taxer le tiers-état? Ils payent déjà beaucoup d'impôts. Relancer l'économie? Là encore, il y a un problème. En effet, la situation économique de la France est plus que morose, notamment après que le volcan Laki en Islande entra en éruption le 8 juin 1783. En libérant des tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, l'éruption bouleversa le climat européen. On assiste alors, pour les années à venir, à de longues périodes de gel, à des hivers rigoureux, de grandes sécheresses en été, ou encore à des pluies diluviennes au printemps. Les mauvaises récoltes s'enchaînent alors, le prix du pain augmente fortement entre 1787 et 1789, et des émeutes éclatent. Cette crise économique ne fait qu'accentuer l'inégalité entre les privilégiés et les non-privilégiés. Certains nobles et riches bourgeois spéculent sur la hausse des prix quand les plus pauvres meurent de faim. Bref, face à cette situation de blocage, le roi n'a d'autre choix que de convoquer les États généraux. Les États généraux furent convoqués par Louis XVI le 8 août 1788. Cette assemblée, qui regroupe des représentants des 3 ordres et qui se réunit pour régler la crise financière, ne l'avait pas été depuis plus de 150 ans, c'est dire si la situation était grave. Dans toute la France, on élit donc les représentants qui siégeront à Versailles et on rédige des cahiers de doléances dans lesquels les assemblées chargées d'élire les députés faisaient part de leurs souhaits et de leurs reproches. L'ouverture des États généraux se fait le 5 mai 1789. La première séance est présidée par Louis XVI en personne. Le clergé s'assied à la droite du trône, la noblesse à gauche, le tiers-état en face. Sur le nombre exact de députés, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais voici une idée de leur répartition. Sur les 1154 députés, le clergé en compte 291, dont un certain nombre de modestes curés qui peuvent éprouver une certaine sympathie pour le tiers-état.
La noblesse compte 285 représentants qui sont pour l'essentiel des nobles d'épée, des militaires de haute lignée venant des grandes villes, et le tiers-état qui compte 578 députés, essentiellement des avocats et des bourgeois d'affaires. On le voit, le clergé et la noblesse, qui ne représentent environ que 4% de la population, sont ici surreprésentés. De plus, selon la tradition, le vote dans ce genre d'assemblée a lieu par ordre, c'est-à-dire que chaque ordre dispose d'une voix. Le clergé et la noblesse sont donc majoritaires avec 2 voix contre 1, et si l'on vote pour de nouveaux impôts, ces derniers ont toutes les chances de peser sur le tiers-état. Dès les premiers jours, le tiers-état demande donc le vote par tête et non par ordre, ce qui donnerait la majorité au tiers-état et ferait peser les impôts sur le clergé et la noblesse. Le 10 juin, le tiers-état, à l'initiative de l'abbé Sieyès, invite les députés des 2 autres ordres à les rejoindre. Certains d'entre eux, les nobles libéraux et les clercs proches du peuple, les rejoignent. Le 17 juin, le groupe se proclame alors Assemblée nationale, car il représente 96% de la nation, se donnant ainsi le pouvoir de consentir les impôts. Dans une tentative d'empêcher l'Assemblée de se réunir, Louis XVI ordonne la fermeture de la salle, affirmant qu'elle devait être préparée pour un discours royal. Le 20 juin, devant les portes closes, l'Assemblée décide alors de se réunir dans la salle du Jeu de Paume, située au cœur du quartier de Vieux-Versailles, et jure alors de ne pas se séparer tant qu'une nouvelle constitution n'aura pas été convenue. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante, mais des rumeurs d'arrestation des députés du tiers circulent alors à Versailles, à Paris et en province. Le 11 juillet, le roi renvoie Necker, le contrôleur des finances. Le lendemain, cette nouvelle arrive à Paris, et elle est interprétée par les Parisiens comme une volonté de la cour de mener une contre-révolution et qu'une banqueroute est imminente. De plus, le bruit court que 30 000 Allemands et Suisses massés tout autour de Paris par le roi vont attaquer. Dans l'après-midi, dans les jardins du Palais Royal, le journaliste Camille Desmoulins exhorte la foule à se mettre en état de défense. Le 13 juillet, les barrières douanières sont incendiées pour laisser entrer librement les marchandises. Le prix du pain n'a jamais été aussi cher. Les réserves de grains des couvents sont pillées. À l'initiative du comité permanent des électeurs de l'hôtel de ville, une milice bourgeoise appuyée par Mirabeau à l'Assemblée se forme pour la défense de la capitale. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Elle s'explique d'abord par la volonté de trouver la poudre nécessaire aux milices bourgeoises, mais va vite être élevée au rang d'un acte fondateur de la Révolution populaire. À partir du 19 juillet commence ce que l'on appelle la Grande Peur. Un peu partout dans les campagnes françaises, des troubles éclatent, notamment alimentés par les rumeurs d'un complot des aristocrates pour affamer ou brûler les populations. En réaction, des paysans s'arment et dans certaines régions vont attaquer des châteaux. En réponse, dans la nuit du 4 août, les députés abolissent les privilèges. Le 26 août, l'Assemblée constituante vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, s'inspirant des Lumières, consacre les principes de liberté individuelle et d'égalité des citoyens devant la loi. Après 2 années plus ou moins troubles, le 14 septembre 1791, Louis XVI accepte la nouvelle constitution. Il lui jure fidélité et fait passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. La souveraineté s'exerce désormais au nom du peuple et non plus du droit divin. L'Assemblée détient le pouvoir législatif, laissant au roi le pouvoir exécutif. Tu veux que je t'explique d'autres trucs? Il suffit de laisser un commentaire ici.